Alors, nous partons d'une population qui comporte un grand nombre d'individus. Donc ici, on va supposer simplement que nous avons que 400 observations. Alors, les 400 observations, ce sont celles que vous voyez ici, donc que j'ai mises en évidence. Mais imaginez simplement que vous ayez un nombre beaucoup plus important, par exemple 4 millions d'observations. Eh bien, il est inutile d'aller regarder quelles sont ces valeurs, puisque pour le faire, il faudrait procéder à un recensement total de la population et observer donc la valeur de la grandeur sur chacun des individus. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître la moyenne de toute cette population, donc de ces 400 observations. Alors pour le faire, sans beaucoup de frais, on va simplement prélever 5% de la population, donc 20 observations seulement, et donc on va observer 20 individus au hasard, et on va en calculer la moyenne. Alors les 20 individus qui sont choisis, ce sont ceux qui sont indiqués ici en rouge. Ils ont été choisis tout à fait au hasard, et vous en avez exactement 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Leur moyenne, alors, donc ces valeurs qui ont été sélectionnées au hasard, donc elles sont répertoriées ici. Donc vous avez dans la cellule, on a choisi la cellule D7. La cellule D7, c'est 18,989. Vous avez ici la valeur 18,989, etc. Et nous avons exactement les 20 observations. Leur moyenne, il est très simple de la calculer. Elles sont simplement en nombre de 20. Leur moyenne est calculée ici, donc ce qui correspond donc à 14,6353. On va refaire un deuxième tirage, identique de la même manière qu'on a fait pour le premier, donc en choisissant 20 observations au hasard à l'intérieur de la population. Alors on a sélectionné ici un nouveau tirage, et nous avons de nouvelles valeurs, et le tableau ici a changé, puisque nous avons d'autres cellules avec d'autres valeurs, donc d'autres individus avec les nouvelles valeurs observées, et la moyenne cette fois elle est de 15,6922. Nous pouvons faire un autre tirage, nous avons une moyenne de 16,0352. Donc ces tirages sont tout à fait au hasard au sein de la population, donc il n'y a aucune préférence pour un endroit particulier au sein de la population. C'est des tirages tout à fait aléatoires. Alors, cette expérience qui consiste à tirer 20 individus, donc 5% de la population, on va la refaire un très grand nombre de fois, puisqu'elle est en train de varier à chaque fois. Donc on a obtenu 3 valeurs, comme vous l'avez vu, donc, de 14 à 16. Et ben on va la faire 100 fois, et en la faisant 100 fois de suite, nous avons obtenu les valeurs ici pour la moyenne, celles que vous voyez donc ici, de la première à la centième fois. Donc le centième tirage des 20 observations a donné une moyenne de 15,910. Une fois que nous avons donc ces 100 moyennes relatives à ces 100 expériences successives qui consistaient à tirer 20 individus au hasard, on va les regrouper dans des classes afin d'en faire une représentation graphique et de voir un peu ce qui se passe. Alors vous voyez donc les 100 observations sont réparties dans ce petit tableau. Par exemple, entre 15,1 et 15,3, nous avons 16 observations. Entre 14,8 et 14,9, nous en avons 6, etc. Et nous avons le graphique correspondant, qui est ce graphique-là. C'est le graphique correspondant donc à ce petit tableau, donc, qui correspond aux 100 observations. Eh bien, il apparaît que ce graphique semble se profiler autour d'une forme assez particulière que nous connaissons très bien. C'est une courbe qui ressemble à une courbe en cloche. Et en plus, ce qui est important, c'est de voir que les valeurs
s'étale dans une fourchette assez petite qui va de 13,4 à 16,8. Nous allons voir ce qui se passerait si on refaisait la même expérience 100 fois de suite et avec de nouveaux chiffres. Donc nous allons générer 100 nouvelles observations au hasard, chacune comportant, donc chacune basée sur un échantillon aléatoire de 20 observations. Alors allons-y. Donc cette fois, le tableau qui est ici va changer, puisque nous allons avoir les valeurs des 100 nouveaux échantillons, et nous avons un nouvel histogramme qui traduit en fait cette deuxième série d'expériences. Faisons-en un troisième, et nous allons arriver aux mêmes conclusions, à savoir que toujours les observations sont entre 13 et 17, ici donc dans le cas présent c'est entre 14 et 17. Faisons une cinquième. Toujours pareil, une forme en cloche où la majorité des observations se trouve un peu au centre, ici aux alentours de 15, entre 14 et 16, et qui tout au plus sont dans l'intervalle 13 et 17. Donc cette courbe que l'on voit se profiler, c'est à peu près la courbe en cloche qui est ici, qui est une courbe relative à la loi normale. Et à chaque fois, l'expérience nous montre que l'histogramme qui va traduire la distribution de la moyenne de l'échantillon, que cet histogramme est représenté pour épouser la forme d'une courbe de loi normale. Alors, qu'est-ce qui se passe si nous augmentons un peu la taille de l'échantillon? Nous allons augmenter un peu la taille de l'échantillon. Donc là, je reprends dans ce deuxième graphique. Donc, la distribution de l'échantillon et nous allons augmenter petit à petit le nombre d'observations. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que la distribution reste toujours sous la forme d'une loi normale. Donc là, nous arrivons à 36, des échantillons de 36, et c'est toujours une loi normale. Et la particularité, c'est que plus ce nombre d'observations de l'échantillon est élevé, et plus cette loi normale voit sa variance baisser. Et l'intervalle dans lequel nous allons observer la majorité des observations se réduit. C'est toujours entre 13 et 17, mais avec une prépondérance encore plus importante du côté de la moyenne, puisque la variance est en train de baisser. Et finalement, nous allons avoir une courbe qui va être extrêmement proche, de plus en plus proche, et de plus en plus concentrée autour de la moyenne, qui est ici, semble-t-il, autour de 15. Alors, j'ai reproduit ici sur le même graphique ce que l'on ne savait pas au départ, puisque je suppose qu'on a 400 observations, mais il se peut qu'il y en ait 4 millions. Dans l'exemple illustratif ici, nous avons la possibilité de dessiner la courbe de la population mère. Et bien, nous voyons que la distribution de la population mère, telle qu'elle est ici, elle a une moyenne de 15. Et si nous calculons exactement la moyenne de cette population, nous obtenons exactement 15. Nous avons ici les valeurs de la population mère. La population mère a une moyenne exactement de 15,815. C'est la moyenne de toutes ces 400 observations, celle que vous voyez ici. Donc, elle est égale à 15,1815. Et la variance dans cette population est de 8,88, c'est-à-dire pratiquement 9. Cette variance que vous voyez donc en bas, vous voyez donc la population, c'est la variance de notre caractère au sein de la population. Et bien, au sein de l'échantillon, cette variance est nettement plus petite. Et maintenant, si on regarde le problème, en supposant que la population ne soit pas du tout accessible et qu'elle nécessite un recensement, et si on cherche à estimer cette moyenne, eh bien, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va faire un seul échantillon. En augmentant suffisamment la taille de cet échantillon, nous sommes sûrs que la valeur que nous allons obtenir, elle sera reproduite aléatoirement selon cette courbe qui est ici, et donc elle sera forcément très proche de la moyenne inconnue à ce moment-là de la population mère. La formule que nous obtenons, si on utilise évidemment ce que nous savons, à savoir donc la loi des grands nombres et le théorème central limite, nous obtenons ce qu'on appelle un intervalle de confiance et on va pouvoir affirmer que avec un seul échantillon, nous avons une chance de 95% que la moyenne de la population mère se trouve entre 15,926 moins 1,96 fois 0,66 et 15,926 plus 1,96 fois 0,766. C'est-à-dire un intervalle qui est centré sur 15,9 avec une marge d'erreur donc de plus ou moins 1,5. Ici, 1,96 fois 0,766, c'est le 1,5. Et si nous refaisons un autre tirage de 20 observations, toujours 20, donc là, tel que c'est indiqué, vous allez voir que nous allons obtenir un autre intervalle, bien sûr, qui est basé sur la nouvelle moyenne et la nouvelle variance de l'échantillon, et nous obtenons un intervalle de 15,433 plus ou moins 1,96 fois 0,720. Voilà, ça c'est l'illustration donc du théorème central limite. Vous avez les formules ici qui nous permettent de confirmer cela. Vous voyez que la variance de la moyenne de l'échantillon, la variance estimée de la moyenne de l'échantillon est quelque chose qui décroît avec petit n. Vous avez s carré sur petit n. S carré y, c'est la variance observée sur l'échantillon. Le petit n est très petit devant grand N. Nous avons ici donc n sur grand N, c'est le taux de sondage, c'est-à-dire 5% ici. Donc 1 moins 5%, c'est pratiquement 1 ici, donc c'est légèrement plus petit que 1. Mais nous avons le S carré sur petit n qui va décroître énormément avec petit n, ce qui fait que nous avons ici la confirmation que sur le plan théorique, la variance de l'échantillon tend vers 0. Et donc, la meilleure façon d'estimer la moyenne inconnue d'une population est de procéder à un sondage donc aléatoire avec un taux de sondage qui ne soit pas élevé et qui permettrait d'obtenir très facilement et à moindre coût une estimation de la moyenne de la population globale. Je vous remercie et à bientôt.